Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, nous allons clôturer un mois de janvier spectaculaire sur l'ensemble des marchés financiers globaux avec des performances très solides sur les marchés actions. On flirte avec les performances à 2 chiffres pour les indices des marchés actions développés en Europe et aux États-Unis, puisqu'on a vu ce rattrapage du Nasdaq depuis quelques séances maintenant. En Europe, les performances sont assez proches de plus 10%. On a même le marché italien, le MIB, qui progresse de quasiment 12% depuis le 1er janvier sur l'ensemble de ce premier mois de l'année 2023. Et puis en dehors des marchés actions, des performances positives également sur les marchés obligataires. On notera aux deux extrêmes la performance des actifs les plus spéculatifs type cryptoactifs, Bitcoin, qui sont en tête de classement sur ce premier mois de l'année 2023. Et à l'inverse, la plus mauvaise performance revient aux matières premières énergétiques qui sont en baisse au global d'une dizaine de pourcents sur ce mois de janvier. Voilà donc pour le tableau des performances de marché. À l'instant, les indices européens sont en train de basculer symboliquement dans le vert pour terminer cette séance avec un CAC qui va clôturer proche à nouveau des 7100 points, son pic récent qui a été atteint ces derniers jours. Et sur le front de la macroéconomie, le Fonds monétaire international qui acte de ce que les marchés ont déjà intégré depuis quelques mois, l'idée qu'il n'y aura pas de récession peut-être globale en 2023, ou en tout cas quelques épisodes récessifs ici et là sont possibles, mais pas du tout de l'ampleur de ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques semaines à peine, puisque le 1er janvier 2023, la directrice générale du FMI prévoyait qu'un tiers de l'économie mondiale serait en récession cette année et la moitié des pays de l'Union européenne seraient également en contraction. Ces prévisions ont été balayées en quelques semaines et les nouvelles projections du FMI montrent, selon les dires du chef économiste, que l'économie globale est très loin d'envoyer le moindre signe de récession à ce stade. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché, bien sûr. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous évoquerons justement la question de la gestion thématique à travers une mesure de l'intensité d'innovation. Quelles sont les thématiques, les grands thèmes de marché les plus innovants? Comment mesurer cette intensité d'innovation? Il y a des outils pour cela, développés notamment par la financière Galilée. Le président de la financière Galilée sera en plateau avec nous à partir de 17h45 pour nous éclairer sur ce prisme de l'innovation dans la gestion thématique. Mais d'abord, les infos clés de marché en cette fin de séance en Europe. Tendance, mon ami, avec Alix Nguyen chaque soir à 17h en direct, et des indices européens qui sont proches de terminer juste au-delà de leur niveau d'équilibre ce soir, Alix. Oui, le CAC est en légère baisse au terme de ce qui pourrait être l'un des meilleurs mois de janvier de l'indice depuis sa création fin 1987. Le marché avance prudemment à la veille de la décision monétaire de la Fed et à 2 jours de celle de la BCE. Sur le plan des indicateurs, à l'instar de l'Espagne, la hausse des prix à la consommation en France réaccélère. Au mois de janvier, l'indice ressort en hausse de 6% sur un an, après 5,9% en décembre. Et puis cet hiver, la zone euro va échapper à une récession grâce à une croissance du PIB qui s'est maintenue en territoire positif. Selon une estimation d'Eurostat publiée ce jour, le PIB y a progressé de 0,1% par rapport au troisième trimestre. C'est un net ralentissement par rapport aux 0,3% du troisième trimestre. Bon, et cette situation de résilience est officialisée par le Fonds monétaire international avec son nouveau set de prévisions réajustées à la hausse par rapport aux prévisions qui étaient faites au mois d'octobre. Et oui, pour la première fois depuis l'été 2021, l'institution relève ses prévisions de croissance mondiale. Son économiste en chef, Pierre-Olivier Gourinchas, estime que cette année, le PIB mondial devrait progresser de 2,9% et non plus de 2,7% comme estimé en octobre dernier. Pour
l'année 2024, en revanche, il a de nouveau réduit son pronostic à 3,1%. Pour les 24 mois à venir, donc, l'économie mondiale se dirige vers une faible croissance. Elle sera inférieure à la moyenne historique constatée entre 2000 et 2019. Elle s'établissait alors en hausse de 3,8%. Sur le plan de l'inflation, le FMI constate les premiers signaux selon lesquels le resserrement des politiques monétaires commence à freiner la demande et la hausse des prix. Après une inflation de 8,8% en 2022, le FMI prévoit 6,6% en 2023 et 4,3% en 2024. En 2023, les prix du pétrole devraient chuter d'environ 16%. Ceux des produits de base autres que les combustibles devraient baisser en moyenne de 6,3%. Globalement, l'économie mondiale devrait échapper à une récession générale. Du côté des valeurs qui font l'actualité aux États-Unis, on retiendra la chute du titre Caterpillar après la publication des résultats du groupe. Caterpillar fait état d'un bénéfice trimestriel inférieur aux prévisions. L'augmentation des coûts de fabrication et de transport ont pesé sur ses marges. En France, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en hausse, tirés par les résultats records d'Unicredit. En 2022, la deuxième banque italienne a dépassé ses objectifs en multipliant son bénéfice net par 3. Elle s'est engagée à reverser plus de 5 milliards d'euros à ses investisseurs. Et puis Seb décolle, le fabricant de petits électroménagers a vu ses ventes reculer en 2022. Les ventes de l'exercice ressortent en revanche un peu au-delà des attentes. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h en direct, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Florent Delorme est avec nous ce soir, stratégiste chez M&G Investments. Bonsoir Florent. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Christian Parizeau de nous accompagner également. Bonsoir Christian. Bonsoir. Vous êtes économiste et président d'Altair Economics, et Jeanne Asraf-Biton avec nous également en plateau. Bonsoir Jeanne. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la recherche et de la stratégie de BFT IM. Commençons par les dernières prévisions du FMI et le changement de ton radical en très peu de temps, puisque le 1er janvier 2023, pour ouvrir cette nouvelle année, grande interview de la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, qui nous disait « Nous attendons qu'un tiers de l'économie mondiale et la moitié de l'Union européenne soient en récession cette année ». 4 semaines plus tard, 31 janvier 2023, chef économiste du FMI, Pierre-Olivier Gourin-Chasse, nous sommes très loin du moindre signe d'une récession globale. Est-ce qu'il faut bannir le terme récession de notre vocabulaire pour cette année, Jeanne? J'ai envie de dire, si c'est récession globale, probablement, il y a un élément que nous n'avions pas, c'est le fait que la Chine réouvre et que, a priori, on le voit d'ailleurs déjà dans un certain nombre de statistiques de haute fréquence, on est dans un rebond. Et donc, il y a une reprise assez forte qui commence à se dessiner pour la Chine et qui pourrait, malgré tout, aider une partie du monde. Après, est-ce que les politiques monétaires vont savoir s'arrêter, donc que ce soit aux États-Unis ou en eurozone, vont savoir s'arrêter dans le resserrement juste pour arriver à faire un ralentissement, un soft landing, comme on dirait, un ralentissement de l'économie sans passer en récession? Je ne sais pas, parce que je pense que, d'abord, on voit quand même que la consommation flanche, notamment en Europe, mais également parce que l'objectif des banquiers centraux, c'est quand même de freiner la demande, ou j'allais presque dire l'offre d'emploi, donc de rééquilibrer les marchés de l'emploi pour s'assurer qu'il n'y ait pas de boucle prix-salaire. Alors, on voit ça très bien se dessiner aux États-Unis. Modération salariale, elle est en route. Elle n'est pas acquise, mais on est en bonne voie. En revanche, le problème dans l'eurozone, c'est qu'on a peu de visibilité sur l'inflation salariale. Les chiffres que l'on a au niveau global de l'eurozone, il y a 3 grandes stats et elles sont pour le 3e trimestre. On est pour septembre, on n'a rien de plus récent. Donc on est un peu dans une... Alors si on regarde pays par pays, on a plutôt quand même des tendances qui montrent qu'il y a un peu plus qu'on est toujours dans un mode de fermeté d'inflation salariale. Alors est-ce que la BCE va pouvoir s'arrêter juste à temps ? Je ne sais pas. A priori, nous, on pense qu'il va falloir
une récession modérée. Alors bien sûr, on ne parle pas des grands chocs de demande comme on a pu avoir en 2008 ou avant. C'est ce qu'on disait, les derniers exemples de récession qu'on a pu avoir ou de crise économique qu'on a pu avoir, ce sont des crises d'une ampleur démesurée par rapport à l'historique des récessions normales, entre guillemets. Absolument. D'ailleurs, c'est ce qui leur a conféré un caractère déflationniste. Mais là, on serait dans un ajustement d'excès de demande, d'excès d'offre. Bref, on le prend dans le sens qu'on veut. Mais dans un ajustement après un rattrapage post-Covid. On en a déjà eu beaucoup. C'est vrai qu'on a des éléments rassurants en termes d'investissement qui tient bien, mais on voit bien que la consommation commence à lâcher. On voit des petites craquelures ici et là sur l'emploi américain. On voit que malgré tout, la Banque centrale ou les politiques de resserrement commencent à mordre un peu. Et donc c'est le risque principal économique pour 2023, le risque de surréaction monétaire ou de banque centrale qui irait trop loin dans la restriction monétaire. Je ne sais pas s'il faut le considérer comme un risque, parce qu'il est possible qu'il soit nécessaire de resserrer un peu plus pour être certain ou pour que les banquiers centraux s'assurent que l'inflation retourne bien sur la trajectoire souhaitée. Christian, sur ces prévisions du FMI, alors beaucoup de pays sont révisés à la hausse, une majorité évidemment. Les révisions les plus spectaculaires concernent la Russie. Et pour cette année et pour l'an prochain, la Chine, bien sûr, avec l'intégration de la réouverture sanitaire, mais le FMI révise également les perspectives de croissance pour les États-Unis et j'allais dire pour l'Europe en général, à travers l'Allemagne précisément, qui voit sa prévision de croissance évidemment considérablement réajustée à la hausse. La seule exception dans les grandes économies mondiales, c'est le UK, pour lequel le FMI est persuadé qu'il y aura une contraction du PIB britannique sur l'ensemble de l'année 2023 en moyenne. Parce que le UK cumule aussi les impacts du Brexit et ça pèse lourdement. Globalement, moi je dirais qu'on va rester dans un scénario gris. C'est pas un scénario rose, c'est pas un scénario noir. Alors le scénario noir, il a disparu des marchés parce qu'on a eu un hiver doux, on n'a pas eu cette pénurie de gaz, parce que là c'était vraiment quelque chose de très négatif sur la croissance européenne. Maintenant on a avancé dans l'hiver, on voit que les stocks sont assez élevés. En plus on est sur des stocks élevés, ça veut dire qu'on va pouvoir les reconstituer cet été, donc ça réduit aussi le risque pour l'hiver prochain. Donc je dirais que le scénario les plus noirs sont en train de partir et ça se retrouve dans les données d'enquête. C'est-à-dire que ce qui s'améliore le plus dans les enquêtes auprès des chefs d'entreprise, c'est surtout les perspectives. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment sur des perspectives très noires quand on était en septembre-octobre. Ça allait être la catastrophe, notamment en Europe. Et puis, on finit finalement sur quelque chose qui n'est pas si noir que ça. D'ailleurs, une petite parenthèse, c'est très dur de faire des prévisions. Vous avez vu quand même que la croissance en Europe, l'année dernière, est plus forte qu'aux États-Unis et en Chine. Donc franchement, merci vous m'auriez dit ça en février de l'année dernière. Christian, mais vous m'auriez dit ça en février de l'année dernière, que la croissance en Europe serait supérieure aux États-Unis à la Chine. Alors bon, il y a plein d'éléments, on est d'accord, mais je vous aurais pris pour un fou avec la guerre en Ukraine qui débutait. Donc voilà, ça montre à quel point il faut quand même être modeste et c'est très difficile de faire des prévisions. Donc ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, on n'est pas dans un scénario très noir. Maintenant, est-ce qu'il faut aller dans un scénario rose qui serait le scénario un peu ce qu'a joué les marchés ce mois-ci, c'est-à-dire un gros mouvement de désinflation, des banques centrales donc n'ont pas de raison de remonter les taux puisqu'on est en désinflation, donc ça y est, le problème de l'inflation est réglé, et puis on joue le redémarrage très rapide des économies au deuxième semestre, là ça va un peu vite, et c'est là où le scénario me plaît pas non plus. Donc moi j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui sont divergentes, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de soutien, les politiques budgétaires qui restent un élément incroyablement de soutien, et je vous rappelle que l'Allemagne va mieux et depuis que le gouvernement a mis 7 points de PIB sur la table, sorti le chéquier. Donc ça aide quand même, et ça aide à avoir du moral, ça aide un peu à avoir du moral quand vous êtes industriel. Quand on met 7 points de PIB de dépenses budgétaires, faut imaginer l'ampleur du ralentissement qu'il faut avoir pour délivrer une récession. Après, quand même. Qu'on a le chancelier allemand qui nous dit l'Allemagne ne sera pas en récession avec le carnet de chèques qui vient de sortir, je pense que c'était quand même pas une grosse prévision difficile à faire, parce que le contraire ça aurait été un peu inquiétant. Donc, mais oui, mais il fallait le faire. Non, mais j'ai pas dit le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aussi, il faut en tenir compte. C'est-à-dire qu'on a des éléments énormes encore de soutien, puis il y a des éléments vraiment très négatifs. Et le principal élément, et je rejoins ce qui a été dit, c'est le fait que le consommateur n'admet plus l'inflation. Le consommateur n'absorbe plus les hausses de prix. Alors pourquoi c'est négatif ? Parce que jusqu'à présent, on avait tout au long de l'année dernière des entreprises qui avaient des hausses de coûts,
mais c'était pas grave. Elles avaient des carnets de commandes qui étaient pleins. Elles avaient plutôt un gros problème, c'était un problème de produire plus, parce qu'elles avaient des ruptures d'approvisionnement, donc elles n'avaient pas licencié. Quand vous avez votre carnet de commandes qui est plein, que vous tournez à 80% de vos capacités parce que vous n'avez pas été livré, c'est pas le moment où vous allez dire j'ai peur de l'avenir et je vais licencier tous mes salariés. Donc vous gardiez vos salariés, donc l'emploi ne réagissait pas. Et puis derrière, au pire, je vendais moins de voitures, mais je les vendais plus cher et j'allais sur le haut de gamme. Et puis si vous vouliez pas du bas de gamme, allez acheter les voitures haut de gamme et là vous allez être livré. Donc quelque part, il y avait un vrai, ce qu'on appelle pricing power, et ça, tout allait bien. Entre guillemets, tout allait bien, ça ne plaisait pas aux banquiers centraux, mais pour les entreprises, tout allait bien. On maintient ses effectifs, on a des marges qui restent élevées, on a une très forte croissance du chiffre d'affaires, non pas parce qu'on vend plus, mais parce qu'on vend plus cher, et donc tout allait bien. Sauf que maintenant, le consommateur, il dit, non, moi mon salaire n'a pas progressé autant que l'inflation, et je n'accepte plus les hausses de prix. C'est très manifeste, très clairement aux États-Unis, où on a vraiment un essoufflement, et on voit que les dernières statistiques, notamment sur décembre qu'on a eu aujourd'hui, de consommation, sont très très mauvaises. Et on voit surtout, ce qui est assez impressionnant, c'est la réaction, par exemple en France, des Français sur l'alimentation. On voit que quand même une inflation à 2 chiffres sur l'alimentaire, ça baisse en volume. Ça baisse quand même assez fortement. Oui. Donc moi c'est là où est le scénario un peu négatif, c'est qu'on ne va pas échapper à un ralentissement économique pour calmer l'inflation. Et donc le côté free lunch, j'ai une désinflation, j'ai une accélération de la croissance et tout va bien, j'ai du mal à y croire. Il y a un moment, ça va coincer. Donc là où ça va coincer, c'est soit j'ai une désinflation et j'ai un vrai problème de pricing power, j'ai une vraie pression sur mes marges et j'ai un ralentissement économique, ou soit ça redémarre pour plein d'autres raisons, mais dans ce cas-là, je ne vais pas avoir l'inflation qui va se calmer. On et donc peut pas avoir le meilleur des deux mondes, c'est pas possible. Il y a une incohérence aujourd'hui sur les marchés. Les marchés ont acheté que le bon scénario quelque part. Bon. Mais bon. Sur les 3-4 mois passés, ils ont eu raison. Tous les chiffres de croissance sont révisés à la hausse et l'inflation marque quand même le pas depuis plusieurs mois. Oui, il marque le pas encore aux États-Unis notamment. Avec un gros effet quand même énergie. Il ne faut pas le sous-estimer, il y a quand même un gros effet cours du pétrole qui pourrait s'inverser si la Chine redémarre très fortement. Donc attention, ça ne veut dire rien pour l'avenir. Et puis les effets de base qui sont très importants. Le gros problème qu'on a aujourd'hui aussi, c'est la fiabilité de nos statistiques et puis tous les éléments qui viennent se rajouter, qui sont des chocs et qui biaisent la lecture quand même de l'économie et qui ne rend pas facile les projections derrière. Je rappelle que l'Institut statistique allemand ne sera pas en mesure de publier comme prévu demain, ou ça devait être aujourd'hui, je crois, la première estimation d'inflation pour le mois de janvier en Allemagne. Et donc l'estimation qui sera faite par Eurostat demain pour la zone euro encore plus fausse que d'habitude. Sur la... je sais pas en fait, sera sur la base d'une estimation de l'estimation de l'inflation allemande. Bon, est-ce qu'on y perdra beaucoup au change? J'en sais rien, on verra. Bon, votre perception effectivement alors de ces réajustements macroéconomiques et puis surtout de la manière dont les marchés ont intégré, évidemment, avec une fonction d'anticipation plus rapide que le FMI, bien sûr, ont déjà intégré un certain nombre de bonnes nouvelles. Quel est l'état des lieux que vous dressez à l'issue de ce mois de janvier et de la manière dont les marchés ont intégré un certain nombre de meilleures surprises? Florent. C'est vrai que la situation économique est complexe, mais pour notre part, on a du mal quand même, quand on observe la batterie d'indicateurs, à rester pessimiste. Et on est donc plutôt dans le camp de ceux qui pensons qu'effectivement la voie s'ouvre pour un avenir sans doute bien meilleur que celui qu'on envisageait initialement. Si on regarde les États-Unis, on a effectivement un scénario assez inespéré d'atterrissage en douceur qui se dessine, avec une inflation qui décroît, une inflation structurelle qui elle aussi semble avoir passé un pic, un marché de l'emploi qui reste suffisamment fort tout en décélérant. Donc ce qui semblait effectivement peu probable, c'est-à-dire un ralentissement en douceur de l'économie américaine, semble sur le point de se révéler exact. Et c'est une probabilité qui augmente, cette probabilité de soft landing, c'est une probabilité qui reste quand même étroite, limitée. Nous, c'est un scénario qu'on probabilise bien au-delà des 50%. Il nous semble que les indicateurs convergent vers ce risque scénario. Principal, c'est celui d'un soft landing plutôt qu'une récession aux États-Unis. Tout à fait. Oui, l'idée d'une récession significative aux États-Unis, dans la configuration actuelle, nous semble peu probable. Alors du côté européen, là aussi, on a eu une succession de nouvelles assez inespérées avec le redressement des indicateurs d'activité. Que personne effectivement ne voyait vraiment, l'inflation qui commence
à fléchir. Il reste, c'est vrai, en Europe quand même un point d'interrogation, c'est l'inflation structurelle. Parce que là, on ne voit pas sur la core inflation, on ne voit pas encore de basculement, d'où toutes ces questions que vous évoquiez tout à l'heure sur la progression des salaires dans la zone euro, où c'est vrai que l'appareillage statistique n'est pas aussi précis qu'aux États-Unis, donc on a encore du mal à saisir la réalité de la situation. Il faut regarder vraiment tous les pays, mais c'est compliqué d'avoir une vision d'ensemble. Donc il reste dans la zone euro, c'est un peu la difficulté, la question de cette inflation structurelle et de la progression des salaires qui va avec. Et donc la BCE, effectivement, semble dans une situation plus délicate que la Réserve fédérale, où, effectivement, dans le cas de la BCE, il faut gérer des objectifs un peu antagonistes, c'est-à-dire une inflation structurelle qui est toujours pas résorbée, d'où la nécessité de poursuivre la hausse des taux, il n'y a pas de doute sur la question. Mais en même temps, on a une croissance structurelle dans la zone euro qui reste quand même fragile, et la question de la stabilité de la monnaie unique et disons des problèmes de distorsion de la zone euro, avec notamment le cas italien qui pour l'instant tient parfaitement bien, mais qui pourrait se réveiller. Donc la question de la fragmentation de la zone euro. Ça fait plusieurs objectifs un peu complexes à gérer pour la Banque Centrale Européenne, mais dans un contexte, ça a été rappelé, où le soutien budgétaire est massif. Et donc on peut se dire que quoi qu'il arrive, il y a une certaine forme de soutien. S'il n'est pas monétaire, il est budgétaire. Et pour l'instant, les États peuvent encore, disons, affirmer ce soutien budgétaire dans un contexte de resserrement monétaire, puisque disons, il n'y a pas encore de mur de refinancement. Ça arrive, mais enfin, pour l'instant, disons, le taux global de la dette des États souverains reste acceptable. Donc on n'a pas encore tapé le mur où les refinancements sont tellement massifs qu'effectivement le coût global de la dette empêche de poursuivre le soutien budgétaire dans un environnement de taux élevés. Donc, in fine, nous, on se dit que de toute façon, dans la zone euro, la Banque centrale, si elle doit à un moment donné arbitrer entre la stabilité financière et l'inflation, elle choisira la stabilité financière. Donc, si elle doit ralentir le rythme de progression de son resserrement parce qu'il y a une certaine fragmentation qui apparaît sur les marchés obligataires, sur le crédit corporate, elle fera ce qui est nécessaire pour que tout ça se stabilise. Donc, ça nous amène à une posture plutôt, effectivement, raisonnablement constructive, parce qu'on voit mal les banques centrales, et en particulier la Banque centrale européenne, s'enfermer dans un resserrement monétaire très très marqué pour vaincre à tout prix une inflation. À un moment donné, elle devra intégrer d'autres paramètres. Donc elle va chercher une ligne de crête que de notre point de vue, elle devrait trouver. Et donc pour conclure, compte tenu du niveau de valorisation des marchés et des actions européens, il nous semble qu'on peut rester positionné sur les actions européennes après la hausse qu'on vient de voir. Alors évidemment, le potentiel a perdu 10%. Sur les 3-4 prochains mois et sans doute plus vraiment là, parce qu'il va y avoir une stabilisation du marché, mais ça peut repartir assez vite dès lors qu'on a, ça a été dit également, le moteur chinois qui tire un peu aussi la croissance européenne. Donc, in fine, on reste sur les actions européennes. Il nous semble qu'il n'y a pas de convergence d'éléments qui permettrait d'avoir suffisamment peur pour se retirer du marché des actions européennes. Et aux États-Unis, le marché est peut-être un petit peu cher quand même, même si on est dans un scénario de soft landing. On a encore beaucoup de valeurs de croissance dans les indices américains qui sont quand même celles qui devraient souffrir du maintien durable, au moins toute l'année 2023, de taux d'intérêt élevés aux États-Unis. Donc effectivement, le scénario d'un repli de la Fed dès l'été 2023 qui baisserait ses taux n'est pas sans doute le plus probable. Donc on est encore un peu à l'écart des valeurs de croissance et donc du marché américain. Voilà, j'ai essayé de faire... mais si, c'est très clair. Mais ça nous amène au point Banque centrale. Et Jeanne, je veux bien repartir avec vous sur cette idée-là. Moi, ça m'intéresse de confronter le discours et la rhétorique des banques centrales à ce qui est anticipé par le marché obligataire
notamment. Et on peut avoir beaucoup de respect quand même pour le marché obligataire. C'est un marché profond. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le gérant obligataire, son métier, c'est de mesurer justement ce type de risque, croissance, inflation. On prend des décisions lourdes, c'est des dizaines de trillions de dollars représentés dans ces marchés obligataires. Et le marché obligataire est têtu. Il dit notamment à la Fed, dès cet été peut-être, vous serez en position de pouvoir entamer un cycle de baisse de taux. Pas juste ajuster à la baisse une ou deux fois, non, un vrai cycle qui pourrait se prolonger en 2024 et qui pourrait amener jusqu'à 200 points de base de baisse de taux à fin 2024. Ce pricing est persistant. Et la Fed n'a de cesse d'essayer de repousser ces anticipations de marché et force est de constater que c'est un échec. Oui, alors on peut aussi regarder beaucoup de choses dans le marché obligataire. Si vous regardez la courbe des taux et qu'on essaye de la faire parler autrement que simplement en regardant les pentes 0,2 et 2,10 ans, elle nous donne une probabilité, avec des calculs assez connus, elle nous donne une probabilité de récession très claire. Mais de combien ? 60%. Aujourd'hui, on est en 60% pour l'année qui vient et 90% à 24 mois. Donc, probabilité très claire. Donc, on peut. Et puis, il y a quand même un élément qui me semble très important de garder à l'esprit, c'est que les marchés obligataires dans le monde ont été totalement distordus par les banquiers centraux. Le principe des quantitative easing, ça a été la mainmise des banquiers centraux sur la totalité des marchés obligataires. Donc, alors, on n'est pas dans le cas extrême du Japon qui détient, je crois, aujourd'hui la moitié de son marché local, ce qui est absolument phénoménal. Mais enfin, aux États-Unis, on doit être aux alentours de 25%, si je ne m'abuse. Donc, la Fed détient. Oui, il y a une emprise énorme des banques centrales sur ces marchés. Donc, du coup, c'est un peu plus compliqué. Alors, moi, ce que je trouve, ce que je regarde, c'est qu'est-ce que le marché obligataire nous dit dans un an, où seront les taux ? Le taux à 10 ans, qu'on peut considérer comme étant, en gros, le taux de financement de l'économie à moyen terme. Il nous dit 3,5. C'est assez stable, d'ailleurs, depuis plusieurs mois. Hein. Ouais. Et c'est un niveau qui nous paraît relativement cohérent avec l'idée que la Fed ne bouge ou commence à rebaisser les taux. Nous, on a un scénario dans lequel elle arrive à les rebaisser en fin d'année 2023, après une période de stabilité de probablement 6 mois. Donc, elle les baisse 1 à 2 fois maximum. Et à ce moment-là, quand vous prenez des hypothèses assez conservatrices sur les pentes, vous arrivez à des taux longs à 3,5. Donc, pas trop de problèmes de ce côté-là. Je pense que l'inquiétude de la Fed, c'est lorsque les conditions financières se détendent au point que ça vient contrecarrer sa politique de resserrement. Là, certains indices de conditions financières sont plus souples, plus accommodants aujourd'hui qu'au moment de la première hausse de taux de la Fed, par exemple. Oui, mais on est revenu à des conditions financières qui sont aussi souples qu'avant le début du cycle de hausse de taux. Vous avez raison, mais on occulte quand même des fois le fait que le relèvement des taux, le durcissement précipité la hausse des taux hypothécaires à 7%, là ils sont un peu revenus, mais que l'immobilier est dans une récession profonde aux États-Unis. Or l'immobilier, c'est toujours le premier secteur à rentrer en récession aux États-Unis. Donc c'est pas sans effet. C'est dans ce sens-là. Après 3,5, c'est pas non plus un taux qui est complètement absurde, on va dire, dans un scénario où la Fed resserre, mais bon, vers la fin, même si elle essaye de nous dire... Enfin, je vais vous dire. En fait, je pense, on en a parlé tout à l'heure, je pense que le véritable enjeu, c'est quand la Fed dit « Attention, mon objectif, c'est bien de ramener l'inflation à 2%, », les marchés n'y croient pas totalement. Les marchés pensent que la Fed se contentera de remettre l'inflation sur une trajectoire qui va vers 2%. Et ils se disent qu'elle s'arrêtera bien avant d'arriver aux 2%. Alors, il est possible que dans le discours de la Fed, il y ait la volonté de dire au marché « Ne considérez pas qu'on va s'arrêter aussi vite que ça ».
Après, Même s'ils prennent en compte les effets embarqués bien sûr. du choc de taux infligé depuis 9-12 mois maintenant. Ils les prendront en compte. De plus en plus. Bien sûr. Mais ils ne veulent sans doute pas que les anticipations se corrigent trop tôt. D'accord. Donc c'est surtout une question de timing, entre guillemets. C'est-à-dire, imaginez que la Fed baisse ses taux dès cet été, c'est peut-être un peu présomptueux, mais à la fin de l'année 2023, ce sera dans le champ des possibles. Absolument. Tout va dépendre. Si on est surpris par une récession rapide, entre guillemets, elle baissera ou elle est susceptible de baisser plus vite. À notre avis, non, parce que quand on est dans des scénarios qui sont entre soft landing et récession modérée, ça veut dire que la Fed peut attendre. Et puis attendre peut-être 3-6 mois et au 4e trimestre 2023, envisager des baisses de taux. C'est intéressant, il y a déjà 2 banques centrales périphériques qui se mettent en pause. Côté européen, c'est la Norges Bank, qui a déjà passé son tour, je crois, sur son précédent meeting, donc déjà en pause. Et côté dollar, la Banque du Canada, qui nous a fait un petit 25 la semaine dernière, mais en signalant qu'elle se mettait on hold pour... le temps d'observer les effets justement de sa politique monétaire. Non, elle ne préjuge pas de quel sera son prochain mouvement. On va dire. Mais il y a cette phase d'observation. C'est très intéressant parce que quand on regarde l'inflation au Canada, ils sont très loin des 2%. Mais très très loin. Et donc toute la question c'est de savoir est-ce que la Fed voudra donner un signal de pause au niveau d'inflation où sont les Canadiens. Et là, j'en doute un peu. Je pense qu'il y a un élément qui a vraiment changé dans les banquiers centraux et c'est ça qui n'est pas assez pris en compte dans les marchés. C'est le fait qu'ils seront beaucoup moins flexibles que par le passé dans la détente des politiques monétaires. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a encore 2 ans, on luttait contre la déflation. Donc fallait surtout éviter, fallait tout faire pour que l'inflation soit à 2. Maintenant, on doit tout faire pour que l'inflation revienne à 2. C'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a encore 2 ans, vous aviez un fort ralentissement économique. Les banquiers centraux, ils faisaient tout pour éviter justement que ça presse trop sur les prix et qu'on se retrouve dans une boucle déflationniste. Donc ils devaient réagir très vite. Maintenant, ils savent, et ça c'est un élément qui n'est pas assez pris en compte par les marchés, ils savent qu'ils sont, en tout cas, je ne sais pas s'ils ont raison, mais au moins ils communiquent beaucoup là-dessus, qu'on est sur un retour sûrement plus durable de l'inflation. Donc d'une part, il va falloir que maintenant je raisonne, qu'il faudra que je fasse tout pour que les prix reviennent à 2, mais que l'inflation va être peut-être durablement plus fort. Donc ça c'est quand même important, ça change ma réaction. Parce que certes, je peux avoir un mouvement de désinflation, et le marché, ils ont réagi assez normalement. Ils n'arrêtent pas de nous dire on est data dependent. Donc si vous avez des statistiques qui sont très bonnes sur l'inflation, tout de suite on se dit ils sont data dependent, ils vont réagir. Oui, c'est vrai qu'ils sont data dependent pour la phase de hausse et sur la rapidité de la hausse, sur ce fameux taux terminal, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller pour tuer l'économie. Donc ils sont encore data dependent du dernier chiffre d'inflation pour savoir jusqu'à combien ils vont ajuster les taux. Par contre, ce que le marché s'est dit, ça y est, si la désinflation est ancrée, si ça y est, on a un mouvement de désinflation, ils vont tout de suite être data dependent, ils vont tout de suite baisser les taux parce qu'ils sont gentils et qu'ils veulent soutenir la hausse de Wall Street. Sauf que là, il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'ils vont se dire, ok, on a réussi à calmer l'inflation, on a une tendance de l'inflation qui nous plaît mieux, mais attention, on ne sait pas déjà vers où va tendre l'inflation, et avant qu'on baisse les taux, on veut être certain qu'on revient vers les 2. Et on a des économies beaucoup plus sensibles désormais au moindre mouvement de relâchement monétaire. Non, c'est pas plus sensible, c'est qu'ils considèrent que structurellement, il y a beaucoup plus d'inflation dans les tuyaux. C'est-à-dire que transition énergétique, tension sur le marché du travail, parce que même si le marché du travail se dégradait un petit peu... Et donc ça interdit de revenir à des conditions monétaires aussi souples que ce qu'on a connu précédemment. Ça veut dire qu'il n'y a rien de pire que de dire j'ai monté mes taux, j'ai l'inflation qui est passée de 10 à 5, et puis l'inflation commence à se stabiliser à 5. Et là, moi, je baisse mes taux. Et puis d'un seul coup, je m'aperçois que l'inflation qui s'est stabilisée à 5 repart à 6. Là, c'est le pire, on perd tout en crédibilité. D'une part, je perds en crédibilité parce que je suis pas revenu sur mon objectif de taux, et puis d'autre part, l'inflation réaccélère derrière, donc je suis obligé de remonter mes taux, donc j'ai mal réagi. C'est une erreur de politique monétaire. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, et Powell nous l'a dit plusieurs fois, il préfère se tromper. Ils préfèrent maintenir trop longtemps des taux restrictifs plutôt que de les baisser et puis relancer l'inflation. Et le groupe, parce qu'il dit après ça coûte plus cher. Alors que si on s'est trompé, qu'on fait un peu trop ralentir l'économie, on pourra toujours baisser les taux pour relancer l'économie. Donc il n'y a pas de problème. Le coût de l'erreur dans un cas est moins important que dans l'autre. Ils seront beaucoup plus prudents que ce que pensent les marchés et surtout beaucoup moins réactifs que par le passé parce que encore une fois, dans le passé, on luttait contre la déflation. Maintenant, on lutte contre l'inflation. Donc on n'a pas la même fonction de réaction.
La place des émergents dans ces perspectives 2023, Florent, et si je reprends les dernières prévisions du FMI, Chine et Inde vont générer la moitié de la croissance mondiale cette année. D'ailleurs, les prévisions de l'Inde sont toujours au top. Enfin, je veux dire, c'est quasiment 7% de croissance de manière régulière là, sur les prochaines années, 6-8, quelque chose comme ça. La Chine, évidemment, réajustée fortement à la hausse. Comment ça se traduit chez M&G en matière d'investissement et de stratégie d'investissement ? Effectivement, nous considérons qu'il faut actuellement avoir une allocation aux émergents. Pour ce qui nous concerne, c'est plutôt la dette émergente qui est privilégiée, mais également les actions de certains pays asiatiques, parce que le dollar est rentré dans une séquence de baisse, donc on va avoir à nouveau une dynamique favorable aux émergents de ce point de vue-là. On sait bien que c'est difficile d'avoir des marchés émergents qui se portent bien quand le dollar est très fort au monde. Donc là, on voit bien que la séquence s'inverse. Et compte tenu des rendements offerts dans le monde émergent, des perspectives de croissance économique de l'univers asiatique, c'est vrai que c'est difficile de ne pas se positionner maintenant. Mais donc oui. c'est une brique d'allocation importante chez nous qui doit représenter à peu près un tiers du risque d'un portefeuille diversifié. Donc oui, on est convaincu. Pour l'Asie, en tout cas, on est plus sceptique sur l'Amérique latine, où effectivement les modèles économiques et la stabilité politique ne sont pas toujours au rendez-vous, mais du côté du monde asiatique au sens large, on est des partisans d'un investissement, et pas uniquement d'ailleurs dans l'univers émergent. On va sur le Japon, Oui. qui est un pays qui semble, de notre point de vue, favorable aussi à l'investissement action, cette fois-ci avec, depuis un certain nombre d'années, disons une gouvernance plus favorable aux investisseurs, des valorisations tout à fait raisonnables, en particulier sur le secteur de la technologie. Donc le Japon est une brique aussi de nos allocations. Ouais. Voilà. Non, effectivement, bon, sur la partie émergente, Chine et Inde vont générer la moitié de la croissance mondiale cette année. La grande question, c'est la Chine. Est-ce que cette reprise économique en Chine, alors, dont on comprend qu'elle est avant tout soutenue par la consommation des ménages, est-ce que cette reprise peut, à un moment, générer de l'inflation ? Alors, peut-être pour la Chine, qui est toujours passée un peu à travers les épisodes inflationnistes ces derniers temps, pour le reste du monde. Jeanne ? C'est encore un peu tôt pour que ce soit le cas. Il faut qu'on arrive à un stade un peu plus poussé. un peu plus poussé. Ouais. Oui. On va dire que ce qui est intéressant sur le marché chinois, c'est qu'il y avait tout un certain nombre d'obstacles qui rendaient, aux yeux de pas mal d'investisseurs, la Chine quasiment comme une zone non investissable. Très clairement même. Oui. Et elle est redevenue investissable. Ouais. Et il y a le revirement de politique générale, que ce soit Covid, immobilier, même le revirement, vous savez, sur l'accès aux données comptables des sociétés pour qu'elles soient cotées sur la cote américaine. L'ensemble de ce revirement est tel qu'on a l'impression qu'il y a vraiment un mouvement qui fait que du coup la Chine redevient une zone investissable. On voit le retour des investisseurs étrangers. Il y a devant nous effectivement un rebond de l'activité tiré par le domestique, et on a envie de dire tant mieux, parce que si tant est qu'on est sur un soft landing, une récession modérée dans les grands pays développés, et donc a priori une croissance modérée du commerce mondial, ça devrait impacter si la Chine continuait à dépendre que des exports. Donc c'est plutôt une dynamique qui serait favorable et qui peut porter une croissance, d'autant que les valorisations sont quand même assez attrayantes. Même après un rebond de 30-50%. Même après. Non, mais mais c'est ça qui est spectaculaire. La décote, ça montre bien jusqu'où on était tombé. La décote était phénoménale. À un moment, le marché de Hong Kong, c'était un PE forward de 6,5, je crois. Oui, il y avait une décote vraiment 30-40%, enfin, colossale. Enfin, très affecté par les techs, par le secteur des jeux vidéo. Attention, il y avait eu, dans l'effet Hong Kong, il y avait quand même un effet sectoriel. Mais sur l'idée que cette reprise chinoise, cet épisode de reprise chinoise, sera ou non inflationniste ? Alors, il y a pour nous, notamment ? Je pense que c'est très tôt pour le dire. D'accord. Il y a un élément qu'on devra peut-être prendre en compte, mais ça on le saura probablement un peu plus tard dans l'année, on en parlait tout à l'heure, la reconstitution des stocks de gaz naturel pour l'Europe. Quand la question se posera pour les stocks pour l'hiver prochain, on sait que la Chine reviendra sur le marché global du gaz naturel liquéfié, et donc elle peut venir en concurrence
de l'Europe, d'autant plus que l'Europe aura mis en place son plafond. Ouais. Donc voilà, ça peut rendre... Pour les Européens, ça peut rendre le gaz naturel un peu plus cher. On a vu le cuivre remonter un peu, mais ce sont les effets, j'allais dire, habituels. Quand la Chine redémarre, on a quelques effets sur les matières premières, mais que ça génère une poussée d'inflation dans le monde, pour l'instant, non. Christian ? Moi, je suis moins optimiste. Je pense que ça peut vraiment créer des tensions. Alors, d'une part, parce que j'aurais tendance à faire un copier-coller de ce qui va se passer en Chine, ce qu'on a connu, nous, au moment où on a levé les mesures sanitaires. Je ne vois pas pourquoi les Chinois, qui ont beaucoup épargné, seraient dans la limitation et ne commenceraient pas à avoir une frénésie d'achat. Et d'ailleurs, les premiers chiffres qu'on a eus, plus 12% sur la consommation durant la période des vacances. Donc, moi, je pense qu'il y a véritablement un mouvement très fort de rebond, qui va entraîner des tensions, forcément. Pas plus tard. Enfin, on a eu. Si c'est pour aller au cinéma ou au restaurant, c'est pas pareil que pour construire des autoroutes, quoi. Oui, mais ça va être des biens aussi. Regardez, là, en quelques jours, ils ont vendu. Alors, le marché des smartphones qui est complètement à la ramasse sur les statistiques de décembre. On n'avait jamais vu des ventes aussi basses en Chine. Et là, on nous a dit que pendant la période des fêtes, du Nouvel An chinois, ils ont eu des vrais problèmes parce que tout le monde s'est rué pour acheter un smartphone neuf et tous les grossistes sont à zéro stock là en Chine et ils ont des problèmes de livraison. Donc on va être super, on va dire c'est génial pour Apple, c'est génial pour tous ces fabricants de smartphones, mais ça montre que finalement ils sont comme nous, quoi. Ils ont envie de consommer quand on enlève les mesures sanitaires. Alors après, je dis juste pourquoi je dis ça, parce qu'on a deux idées qui se bataillent. D'une part, on se dit l'ouverture de la Chine, c'est l'amélioration des chaînes d'approvisionnement. Donc ça va être déflationniste ou désinflationniste sur pas mal de prix de biens. Mais de l'autre, si la reprise est vraiment très forte au niveau domestique, ça va entraîner quand même des ajustements très violents. Déjà parce que les stocks sont très bas en Chine. On sait que fin janvier, tous les industriels ont vraiment coupé leurs stocks. Donc ils étaient très bas. Et donc on va avoir un mouvement de restockage. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça intervient au moment où ça va moins bien. Où la demande mondiale va être un peu plus faible. On va dire, est-ce que ça rééquilibre ? Mais attention, parce que, encore une fois, on va avoir un mouvement qui va être assez violent, assez fort. Et puis, comme on sait quel rôle de market mover joue aujourd'hui la Chine, a toujours joué, historiquement, vu son poids sur les métaux, sur plein de matières premières. Moi, je dis que ce mouvement de restockage associé avec des chiffres plutôt booming en Chine, trop de croissance risque véritablement de relancer les anticipations d'inflation. Donc, moi, je suis quand même assez prudent. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que la Chine va connaître de l'inflation. Et là, on va voir un vrai mouvement de retour de l'inflation en Chine. Moi, je ne vois pas pourquoi ils ne connaîtraient pas ce qu'on a connu, nous, en Europe ou aux États-Unis, quand on a eu la levée des mesures sanitaires. On est dans le même schéma. Alors là, pour l'instant, on a au moins un exemple historique. Donc, on peut essayer de s'appuyer là-dessus pour faire nos projections. Florent, quelle est la conviction maison sur la réouverture chinoise et ses effets de diffusion au reste du monde, notamment sur la question de l'inflation ? Est-ce que c'est avant tout une bonne nouvelle, quand même, cette réouverture chinoise? Est-ce que dans un second temps, ça peut être plus problématique, effectivement, pour les pressions inflationnistes globales? Avant tout, une bonne nouvelle, parce que la Chine est un moteur économique incontournable, notamment pour l'Europe. Alors c'est vrai que ce regain d'activité va forcément peser sur les prix. Maintenant, on est quand même dans une configuration où la Chine s'est rouverte complètement sur ses usines aussi. C'est-à-dire que quand la réouverture du monde occidental s'est faite, l'usine chinoise était encore sous contrainte. Elles ont quand même toujours beaucoup tourné, les usines chinoises. Donc peut-être que... Oui, mais il y avait quand même encore des difficultés en fonction des confinements. Que les autorités chinoises déployaient. Vous avez trouvé la solution, ils les confinaient dans les usines. Sur des zones c'était assez large. Donc, oui, un surcroît d'inflation, mais de là à provoquer une deuxième grande vague d'inflation mondiale qui viendrait mettre en péril la décrue qu'on observe actuellement aux États-Unis et un peu en Europe, on a du mal à croire à ce scénario-là. Donc pour nous, globalement, la réouverture chinoise est d'abord positive. Et d'ailleurs, c'est ce que le marché, effectivement, valorise très bien depuis le mois de janvier. Donc, je effectivement, ne trouve pas de raison de renoncer à notre scénario optimiste. Constructif, optimiste. Puisqu'on reste effectivement dans des économies où il y a du soutien budgétaire, de la relance et des politiques monétaires qui, certes, se resserrent, mais qui n'hésiteront pas
réouvrir les vannes si c'est nécessaire, parce que, in fine, il y a quand même deux limites très fortes. C'est la liquidité du marché du crédit, et ça, c'est vraiment la limite à ne pas franchir pour une banque centrale. On l'a bien vu pendant la crise sanitaire, dès que le marché du crédit a commencé à geler, ça a été immédiatement un signe de panique totale. Donc la limite, c'est le marché du crédit, c'est également le financement des États, parce que derrière, il faut du soutien budgétaire. Et les banques centrales avancent à tâtons, en particulier en Europe. C'est un pilotage à vue, et elles ne savent pas quand elles toucheront la limite, mais les limites, on les connaît, c'est celles que je viens de décrire, et elles n'iront pas plus loin. Bon, pour l'instant, les dynamiques observées sont très positives. Enfin, les émissions au primaire, crédit, etc. Il y a beaucoup. Donc, elles peuvent poursuivre un peu le resserrement tant que ces limites-là ne sont pas franchies, que les États se financent et que le marché du crédit fonctionne correctement. Voilà. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois pour votre éclairage sur la situation du moment, sur les marchés, pour l'économie mondiale au terme d'un mois de janvier qui aura été un mois exceptionnel pour les performances des actifs risqués en général, des actions notamment et des actions européennes en particulier, puisqu'on arrive même à accrocher une clôture symboliquement positive ce soir pour le CAC, proche de ses plus hauts, plus 0,01% pour l'indice parisien, en clôture à 7082 points, ce qui nous donne une performance sur le mois proche de 10%, on va dire comme ça, autour de 9% de performance pour les indices actions en Europe et le CAC 40 français. Voilà donc pour cette édition de Planète Marché, avec ce soir Jeanne Asraf-Biton qui était avec nous, BFTIM, Christian Parizeau, Altair Economics et Florent Delorme, M&J Investments. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'innovation et plus précisément comment mesurer l'intensité d'innovation qu'on peut trouver dans une thématique d'investissement. Nous en parlons avec les équipes de la financière Galilée, son président, Ronnie Michali. Ronnie, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes un habitué de l'émission et du quart d'heure thématique justement de l'émission pour parler de gestion thématique au sens large, accompagné d'un des gérants de la financière Galilée. Vous gérez le fonds Galilée Innovation Europe, Damien Leda, qui est à nos côtés également. Bonsoir Damien. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup messieurs. Donc un travail collectif, je comprends Ronnie, sur la mesure de l'intensité d'innovation. On rappelle, vous avez développé cet outil d'analyse des thématiques, le codex des thématiques qui permet de screener combien de thématiques aujourd'hui, 25 thématiques aujourd'hui. On parle de ces mesures et du score que vous pouvez mettre derrière chacune de ces grandes thématiques régulièrement avec vous. Vous avez intégré le filtre de l'innovation. Exactement. Qui n'est pas d'ailleurs un filtre spécifique à une thématique plus qu'une autre, mais qui est vraiment un filtre crossover, multithématique pour le coup, Ronnie. Exactement. Vous savez Grégoire, on étudie depuis plusieurs années les thématiques grâce à notre modèle propriétaire, le Codex des thématiques. Et puis, on étudie l'innovation aussi depuis pas mal d'années. On gère même un fonds sur les valeurs innovantes. Et donc, on s'est rendu compte au fil de nos études, au fil de nos analyses, que finalement, l'innovation était un facteur clé transversal à toutes les thématiques. C'est normal puisque c'est des thématiques qui sont portées par des méga tendances qui vont façonner finalement le monde de demain. Et alors certains gérants présentent l'innovation comme une thématique à part entière. On pense nous que c'est inexact. On pense que c'est vraiment le facteur clé qui va les unir toutes. Ouais. Parce que si on y pense un peu, des thématiques comme la cybersécurité par exemple, le sport et bien-être, également les énergies propres et les smart cities, j'en cite quelques-unes comme ça. C'est quoi le point commun finalement entre toutes ces thématiques ? C'est qu'elles sont intrinsèquement innovantes. Et donc, bien sûr, les thématiques les plus innovantes vont nous intéresser, puisqu'on pense que l'innovation dynamise la croissance des sociétés et du coup, a un effet positif sur le potentiel boursier. Ce lien, il est démontré, Ronnie, aujourd'hui. Le rapport, la corrélation que vous pouvez faire entre l'intensité d'innovation d'une entreprise, d'un secteur, d'une thématique, et le potentiel boursier de l'entreprise, du secteur, de la thématique, oui, c'est un lien qui est évident pour vous aujourd'hui. On regarde ça de très près avec nos outils. On va certainement en parler au cours de l'émission, mais évidemment, ce lien, il est clair. Entre l'intensité d'innovation et le potentiel boursier, il y a un lien qui est indéniable. Damien, comment est-ce qu'on mesure l'intensité d'innovation d'une entreprise, d'un secteur, d'une thématique ?
Alors, on a plusieurs critères qui nous permettent de faire cela. On a développé ça avec les équipes de Financière Galilée en interne. Et l'objectif, on en a plusieurs. Le premier, c'était d'une part de contrecarrer un petit peu le côté tarte à la crème que peut avoir l'innovation. L'innovation, d'une manière générale, on en parle beaucoup. Et il y a un côté un petit peu subjectif aussi à cela, dans le sens où tout peut être innovant et finalement rien ne l'est. Donc, il était crucial, je pense, pour nous, de développer des outils et des critères qui nous permettent de mesurer de manière plus ou moins objective, avec des critères quantitatifs, qualitatifs, le degré d'innovation d'une société. Caractériser l'innovation. Exactement. C'était vraiment l'objectif pour matérialiser cette analyse qui est parfois difficile à mener. Donc, pour cela, on a développé un outil, un modèle interne, qui s'appelle l'Innovation Scorecard, et qui permet de passer finalement à la moulinette de l'innovation les sociétés qu'on aura ciblées dans nos indices thématiques propriétaires de Financière Galilée. Donc, lorsqu'on a ciblé des candidats à l'innovation, on va les passer dans cette moulinette de critères. On a à peu près 30 critères selon 5 grands vecteurs d'innovation, dont l'innovation de produits et services, la plus répandue, l'intensité de recherche et développement, deuxième critère, pour finalement développer les produits et services de demain. On a également l'innovation liée au digital, très importante aujourd'hui pour de nombreux secteurs, ou encore l'innovation liée au marketing, qui peut toucher notamment le secteur du luxe, par exemple. Oui, bien sûr. Et donc, ces mesures sont objectivées aujourd'hui Oui, tout à fait. Alors, dans ces critères, par exemple, on va pouvoir avoir des critères très quantitatifs, comme le pourcentage de R&D qui a été alloué vis-à-vis du chiffre d'affaires sur une moyenne historique, par exemple, l'intensité des CAPEX, les dépenses d'investissement. On va regarder des critères peut-être plus qualitatifs aussi, comme la position concurrentielle d'une société, notamment des leaders qui vont avoir de la force de frappe pour pouvoir innover, s'autofinancer cette innovation ou acquérir des acteurs plus petits et plus innovants. Une position de suiveur qui est la moins agréable pour les sociétés, c'est celle qu'on va plutôt éviter, ou la fameuse position de disrupteur, celle qu'on recherche tous, qui est sans doute assez peu présente en Europe, elle est plutôt du côté des États-Unis, mais néanmoins, ça permet de déterminer la capacité d'innovation que peut avoir une société. Et on comprend effectivement le lien avec le potentiel boursier en fonction justement du caractère innovant et de la force d'innovation qu'on peut avoir dans une entreprise, dans un secteur ou dans une... Tout à fait, puisqu'inévitablement, l'innovation va dynamiser la croissance organique des sociétés. La création de valeur. Création de valeur, leur permettre de conquérir de nouveaux marchés et de nouvelles zones géographiques. Sur les 25 thématiques que vous suivez et que vous analysez en permanence, Ronnie, justement, quelles sont celles où vous avez révélé la plus forte intensité d'innovation? Tout à fait. Alors, on vous a préparé le top 3 et le flop 3. Génial. Donc, qui s'affiche ici. Là, sans aucun conteste, la thématique qui alloue le plus de chiffre d'affaires dans la R&D, c'est la thématique médecine du futur. Où sont présents les secteurs biotech, medtech, e-santé, m-santé. Et donc, c'est finalement ce qui va révolutionner la santé de demain. Et c'est parfois même, les anglo-saxons disent de l'innovation at any cost. C'est parfois tellement de l'innovation qu'on est prêt à mettre des moyens délirants. Je ne sais même pas si on peut parler de part de R&D. Tout est R&D dans ces sociétés-là. Exactement. On le voit, c'est 107% du chiffre d'affaires. Et voilà, c'est ça. Plus que le chiffre d'affaires réalisé dans la R&D. Donc ça, c'est vraiment, la première thématique de loin. Ensuite, il y a mobilité du futur. Donc, bien sûr, avec les constructeurs automobiles, les semi-conducteurs, qui sont les principaux secteurs de cette thématique, avec 33%. Bon, évidemment, on doit inventer la mobilité de demain, une mobilité qui doit être plus efficace, plus propre. Et donc, bien sûr, on doit dépenser beaucoup de R&D dans ce secteur-là. Et on a la thématique du cloud. On a beaucoup de software dans cette thématique, de data analytics. On a l'habitude d'avoir ce genre de ratio. Et dans le flop 3, alors, très surprenant, la thématique cycle de l'eau, qui est pourtant en fond de portefeuille chez pas mal de la place quand même. L'une des moins innovantes, avec 2,4% de CA alloués en R&D. On a tourisme et loisirs, avec principalement les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, c'est pas les plus innovants. Et puis, on a besoin énergétique avec les compagnies pétrolières qui font beaucoup de R&D, mais finalement, rapporté à leur chiffre d'affaires global, c'est pas énorme.
Damien, vous vouliez rajouter quelque chose là? On parlait de la thématique médecine du futur, non? Oui, tout à fait, puisqu'on voit des niveaux de R&D qui sont très importants. Bah oui. Une petite statistique assez intéressante. On s'est amusé avec l'équipe de gestion pas plus tard qu'hier, alors hors thématique, à regarder les dépenses de R&D pour toutes les sociétés du S&P 500 de manière cumulée sur une année. Quel chiffre avons-nous obtenu sur une année? Plus de 490 milliards de dollars de dépenses de recherche et développement. C'est colossal. Alors en Europe, on n'est pas en reste, plus de 220 milliards. Ça reste très intéressant et on a des niches d'innovation en Europe qui sont très intéressantes aussi. Et alors Grégoire, les thématiques sont de manière générale plus innovantes que le marché en général. J'entends. Des médianes justement de chiffre d'affaires alloué en R&D. Donc pour nos indicateurs thématiques, la médiane c'est à peu près 10%. Et puis pour le S&P 500 c'est plus 5,8 et l'Eurostoxx 50 c'est 4,2. De manière générale, les thématiques d'avenir sont plus innovantes. Non, mais tout se recoupe, tout converge. Comment est-ce qu'on peut s'exposer aux thématiques les plus innovantes, là, à travers quelques exemples de fonds, de stratégies actives ou passives, d'ailleurs, Ronnie? Absolument. Alors, si je reprends les 3 thématiques du top 3, on a sur la thématique médecine du futur, on a Schroders Healthcare Innovation pour les fonds et concernant les ETF, iShares Healthcare Innovation. C'est facile, ils ont le même nom, sauf que c'est pas la même société. Il y a santé et innovation, c'est bon. Exactement. Et d'ailleurs, le titre en dit long sur l'objectif du gérant qui travaille la thématique, on va dire la thématique healthcare en général, mais par le biais de l'innovation. Sous l'angle de l'innovation. La thématique médecine du futur, mais par le biais de l'innovation. Pour les mobilités du futur, on a identifié BNY Mellon Mobility Innovation, donc encore un qui a Innovation dans son titre. Et concernant les ETF, Lyxor MSCI Future Mobility. Et pour la thématique du cloud, on a un tout nouveau fonds chez Montpensier. Alors j'aime bien Montpensier parce qu'il mesure la part de chiffre d'affaires allouée à la thématique. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour nous qui sélectionnons des fonds thématiques. Et donc, il y a M-Cloud Leaders, tout nouveau. Il a été créé il y a quelques mois. Et en ETF, on a le iShares Future Cloud 5G and Tech, donc vous voyez, vaste programme, qui est un peu moins volatile que ces peers ETF et qui a un petit peu plus d'Asie. Ça nous a semblé intéressant d'avoir cet ETF-là. Mais c'est intéressant, la démarche chez Montpensier, ils viennent régulièrement et c'est vrai qu'ils mettent en avant la pureté de leur thématique, la pureté de la stratégie par rapport à la thématique choisie, c'est ça. C'est exactement ça, et c'est dans toute leur présentation, et nous, ça nous aide beaucoup à finalement recoller tous les morceaux. D'un point de vue peut-être encore plus spécifique, Damien, quelles sont les valeurs, les titres en Europe, par exemple, qui représentent, selon vous, le potentiel le plus important en matière d'innovation, l'intensité, la force d'innovation la plus importante? Oui, alors on a différents types de sociétés qui peuvent répondre à différentes thématiques par le biais de l'innovation. Alors on avait un graphe qui illustre ça au préalable. Ça montre un petit peu le type de société qu'on va rechercher dans nos portefeuilles. On va pas Il est derrière vous le graphe, mais on le voit, Damien. Donc, oui, j'imagine bien que vous le connaissez. On va s'intéresser à certaines sociétés de manière spécifique. Par exemple, les disrupteurs, on va les laisser de côté. Pour nous, ils sont trop risqués, même s'ils ont beaucoup de potentiel. Donc il y a des investisseurs pour ça. Voilà. Si on veut faire du venture, du capital risque, etc., il y a des investisseurs pour ça. Pour nous, on attend la phase suivante, qui est la phase numéro 2, c'est la phase d'hypercroissance, où l'innovation se déploie, où la croissance accélère et où la rentabilité aussi est là et commence également à accélérer. La seule contrepartie, c'est que souvent, les valorisations sont souvent élevées. On va également regarder la phase 3, celle où on arrive à une phase de maturité, où on va avoir des leaders établis, le rythme de croissance décélère, mais la valorisation se normalise. Donc là aussi, c'est assez intéressant. Et évidemment, on évite la phase 4, celle où on a un disrupté. Ça y est. Donc voilà. C'est le déclin. Il y a quelques exemples comme ça, alors sans faire toute l'écoute historique parce qu'on n'a plus le temps, mais quelques exemples de valeurs qui cochent ces cases dans les bonnes phases, là, selon vous? Alors, outre les classiques Dassault Systèmes, SAP, société de la tech qu'on connaît bien, on peut aller du côté de l'Italie du Nord, où on a 2 mid-cap qu'on apprécie beaucoup. La première, c'est Reply, qui est une société familiale. C'est une société de conseil en IT, très pointue sur tous
tous les sujets de la digitalisation, de l'IoT, de l'intelligence artificielle. Donc voilà, une société très bien gérée qui a quasiment doublé de taille sur les 5 à 6 dernières années. Autre secteur, l'industrie, avec des équipements, Carrel Industrie, qui est aussi une mid-cap italienne, un petit peu plus petite. Et là aussi, une histoire de croissance qui est assez intéressante, avec de la réglementation qui va en ce sens. Hein, la Commission européenne, le Repower EU, qui vient en soutien. Donc là aussi, on a des taux de croissance organique qui sont assez intéressants. Donc voilà, 2 types de sociétés. On a de l'innovation de procédés, de l'innovation produit, du digital. Et c'est des sociétés qu'on a envie d'accompagner année après année. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'être venus nous parler de cette mesure de l'intensité d'innovation, la force de l'innovation proposée par les entreprises et les grandes thématiques d'investissement sur lesquelles vous travaillez. Ronnie Michali, président de la Financière Galilée, et Damien Léda qui l'accompagnait, gérant la Financière Galilée, qui étaient les invités du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.